Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle du volet opération d'une application mobile, un volet sur lequel on met parfois moins d'emphase en tant qu'équipe de développement, alors qu'au contraire, on devrait toujours en être conscient. Je reçois Daniel Lévesque et Pascal Lamel pour parler d'outils, de performance, d'observabilité, d'enjeux de compatibilité et des différences avec les autres types de plateformes. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Quand on parle de développement d'applications mobiles, le premier réflexe qu'on a, c'est souvent de parler de code, de techno, de librairies qui nous servent à bâtir l'application, ce qui est quand même normal, c'est une grosse partie du travail. Mais on passe souvent rapidement par-dessus tout ce qui est opération d'une app mobile. Puis pourtant, c'est ce qui peut faire une grande différence au niveau de la qualité d'une app. Aujourd'hui, on se concentre sur cet aspect-là. J'ai avec moi deux personnes qui connaissent très bien ça pour avoir travaillé sur plusieurs applications mobiles. Daniel Lévesque, développeur mobile, et Pascal Lamel, VP développement logiciel chez Mirego. Donc, bonjour messieurs. Salut! Allô. Premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par opération dans notre contexte? Nous, c'est un terme assez technique. Là. Ça veut dire quoi, opérer une app mobile? Ben, j'aurais tendance à dire que opérer l'app mobile, ça commence le premier jour que ton app est sur le store, sur soit le App Store, le Google Play Store. Puis à partir de là, ben, c'est suivre comment ton application performe sur le marché. C'est t'assurer que bon, elle ne crash pas, que les reviews de tes utilisateurs sont bonnes. Puis ensuite, ben, ça continue pour toute la durée de vie de ton projet. Tu vas avoir des mises à jour, des fois proactives ou des mises à jour qui vont être forcées par Apple, Google. Puis ça inclut, c'est ça, tout le reste de la durée de vie de ton projet. Ouais, puis je rajouterais aussi, tu sais, c'est pas juste, mettons, ça c'est des très bons points, mais c'est aussi comment que les utilisateurs se servent de ton application aussi. Est-ce que l'opération ou la feature que vous avez mis en premier plan est vraiment utilisée? Est-ce qu'ils la trouvent? Est-ce qu'ils sont capables de s'organiser, de faire tout ce qu'on pensait qu'elle était capable de faire aussi? Ça fait aussi partie de l'opération finale. Est-ce que ça marche? T'sais? Ben, tu as un côté technique et un côté fonctionnel. Ben, comme produit, dans le fond. Est-ce que le produit, opérant, fait que, mettons, si on trace des parallèles, mettons, le fait que c'est particulier, le mobile, ça, ce que tu dis, Dan, savoir si mon produit répond aux besoins des users, ça, c'est pas tant particulier au mobile. Oui. C'est juste un produit, opérer un produit, dans le fond. En général, ouais, OK. Puis au niveau particularité mobile, justement, le Pascal t'en parle, tu en as nommé plein, le déployer sur les stores. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire? Mise à jour proactive, mise à jour que tu fais juste pour de produits, mise à jour technique. Ben, c'est, dans le fond, quand je dis proactive, c'est que tu as des nouvelles fonctionnalités que tu vas ajouter à ton application, des choses que tu réalises que tes utilisateurs auraient besoin ou que ton client souhaite avoir dans son application, versus quand je dis forcé, ben, notamment une fois par année, ben, tu as un upgrade d'iOS, tu as un upgrade Android qui vont souvent t'imposer d'ajouter des choses. Tu as aussi des requis, par exemple, dans les dernières années. Il y a beaucoup de requis versus le privacy, la confidentialité des données on se fait imposer, et à juste raison, de mettre des mécanismes dans nos applications pour protéger nos utilisateurs. Donc, c'est ça. Ça, c'est des exemples de mise à jour plus forcées qu'on va avoir à faire dans le domaine mobile qu'on vit peut-être un peu moins quand on fait, par exemple, du web, où c'est plus libre ce qu'on peut faire. Puis il y a peut-être une notion aussi dans le web de backward compatibilité qui est vraiment core, là, de, mettons, iOS, Android, je pourrais pas en nommer, mais il y en a mettons, des mises à jour comme ça, plus forcées que ben, si tu n'as pas fait ça d'ici telle date, tu ne pourras pas déployer une prochaine version avant que ça soit fait, versus dans le web, ben, j'ai l'impression que c'est toujours on avance par en avant, mais il n'y a pas de. Ben, à un moment donné, tu ne peux plus mettre en ligne quelque chose si tu ne te complies pas à telle affaire. Peut-être pas techniquement. Légalement, peut-être pas techniquement. Ben, ton GDPR et tout comme ça. Ouais, ben, non, effectivement. T'en as aussi en technique. Mettons, ton node est end of life, ben, à un moment donné, la plateforme, ça se peut qu'elle ne supporte plus mais tu vas quand même pouvoir continuer à le déployer. Oui, effectivement.
Parce que j'ai l'impression qu'en web, là, on parle un peu plus de justement des parallèles ou différences avec d'autres plateformes comme le web. Ce qu'on fait aussi beaucoup chez Merigo, opérer des plateformes web, des produits web. J'ai l'impression que tu peux, mais tu devrais pas. Là. Tu peux mettre le Node 0.1 là, présentement, là, tu peux déployer ça dans un container Docker à quelque part sur une infrastructure que tu pourrais monter toi-même. Tu es moins à la merci, entre guillemets, de la plateforme sur laquelle tu vas déployer. Oui, tu as effectivement raison. Puis ça vient vraiment à cause dans l'environnement mobile, ben, tu as deux grands, je vais dire des gatekeepers, tu sais, Apple puis Google, qui veulent assurer un bon niveau d'expérience à leurs utilisateurs. La philosophie des deux est passablement différente. Apple sont très intenses sur te garder au goût du jour. Ils vont déprécier rapidement les anciennes versions, te forcer rapidement à te mettre à jour. Versus que du côté de Google, ils sont beaucoup plus dans la rétrocompatibilité. Ils supportent des très vieux OS encore. Puis ils rendent ça plus facile pour les développeurs d'applications aussi de supporter les vieilles versions des téléphones. Ouais, mais Google, il devient de plus en plus sévère. Il rattrape un peu Apple dernièrement. Là, il nous impose certaines affaires, justement comme la confidentialité, puis certaines autres updates qu'il faut faire qui nous imposent, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est quand même le fun aussi. Ça oblige tout le monde, tous les développeurs à mettre leurs applications vraiment au goût du jour, prêts pour les dernières versions de toutes, puis pas non plus traîner là, 15 versions en arrière d'OS que plus personne n'a vraiment sur leur téléphone. Puis au centre de ça, ce que vous, surtout le côté confidentialité, au final, c'est l'utilisateur qui en bénéficie. Tout ça, c'est pour. Là, ce que tu dis, Dan, c'est que Google se rapproche un peu d'Apple à ce niveau-là. Faire que le user, il y a de l'importance. Qui fait quoi avec ses données, c'est de plus en plus important pour les deux plateformes. Donc, ça nous force à updater. Mais le côté aussi, justement, de dropper des vieux appareils et tout, y a-t-il des guidelines, des requis, ou c'est forcé ou c'est au choix des devs? C'est au choix du produit en bout de ligne. Ouais, Ton produit va utiliser. J'ai déjà travaillé sur un produit, mettons, qui était sur tablette. Les tablettes, souvent, les gens gardent plus longtemps que les téléphones. Fait qu'on supportait les plus vieilles versions en arrière. Puis c'était comme ça, les utilisateurs étaient obligés de changer leur vieille tablette iPad 1 iOS 9, là, mais ça fonctionne encore. Là, fait que, mais après ça, au niveau maintenabilité, au niveau code, ça vient avec un coût littéralement à payer de c'est plus complexe. Règle générale, on essaye souvent de supporter l'OS courant plus une version en arrière. Mais c'est ça, pour certains produits, je dirais qu'ils sont plus grand public. Des fois, on va plus loin en arrière, mais comme on disait, il y a un coût à ça. Puis, à un moment donné, on se fait imposer. Il y en a certaines qu'on n'a pas le choix à un moment donné. Par les plateformes? Oui, par les plateformes. Comme on a un produit présentement que je sais on supportait jusqu'à iOS 10 présentement, puis là, on se fait forcer à monter à iOS 12. On n'aura pas le choix. On est encore capable de déployer notre application. OK. Puis, au niveau, mettons qu'on digue un peu plus au niveau technique, comment ça se traduit dans la maintenabilité, dans le code? Sais-tu, il y a comme plusieurs versions du code ou non? C'est vraiment juste. C'est vraiment dans le code, il y a des branches. Bon, OK, là, si je suis sur iOS, telle version, je peux pas utiliser tel truc nouveau, mais j'ai pas le choix, je fais un fallback. Oui, mais il y a, mettons, prenons iOS par exemple, il y a différentes manières, exemple, le Bluetooth. Comment tu accèdes à utiliser cette librairie-là? Ben, quand tu es sur iOS, exemple, 11 et moins, c'est telle méthode qu'il faut appeler, et après ça, ton 12, c'est telle, etc. Donc, il y a certains if dans le code avec la version de l'OS pour utiliser certains mécanismes, puis il y a carrément certaines features qui n'existent pas de telle manière, ou des fois, sont beaucoup plus compliqués à implémenter dans les vieilles versions que les nouvelles. Fait que oui, tu peux te ramasser des fois avec deux classes, elle pour iOS, la plus récente, puis l'autre pour une version plus vieille. Puis là, hopefully, quand tu peux dropper des versions d'iOS, Ben là, tu peux juste, OK, ben ce gros if-là, il y a comme plusieurs tracks qui roulent en parallèle, ben cette track-là, tu peux complètement la flusher, puis aucun impact sur les versions récentes. Non seulement ça, tu sais, à un moment donné, en droppant les plus vieilles versions, prenons l'exemple de SwiftUI, qui est une nouvelle façon de faire du UI sur iOS. Était disponible seulement si tu déployais ton application pour iOS 13 et plus. Pendant longtemps, on avait certains produits qu'on devait supporter avant iOS 13. Puis le jour qu'on a pu
avoir l'autorisation de monter, c'est comme yes, on peut utiliser une nouvelle techno qui nous aide à être plus rapide, plus efficient dans notre façon de développer du UI sur iOS. Parce que on n'aurait pas pu faire, OK, ben 13, 14, 15 prend SwiftUI, puis 12 et 11 prend l'autre. Là, c'est comme trop de duplication, c'est trop de track en En parallèle. fait, ça n'existait même pas dans les vieilles versions. Tu ne pouvais pas prendre SwiftUI. Oui, c'est ça, mais mettons, tu peux quand même pas shipper ton app avec ça, puis dire, ben ça, utilise-le juste sur iOS 13. Non, parce que c'est au build time, c'est quand tu builds ton app. Là. OK. Si après ça, autre truc que tu as mentionné, Pascal, le côté performance, le côté crash, une application mobile, ça peut crasher. Comment est-ce qu'on s'assure que les applications qu'on bâtit chez Mirigo sont performantes au niveau exécution puis au niveau qualité de l'expérience finale du user? Ben, c'est sûr qu'on met en place des outils pour monitorer ces crashs-là. On prend, par exemple, on utilise Firebase dans beaucoup de nos applications aussi chez Mirigo. Ça te donne un effet réel, des statistiques réelles, real-time, même de tes crashs qui arrivent, des rapports. Tu peux vraiment aller là-dedans pour voir qu'est-ce qui se passe. Ton crash-free user rate, là, qui est finalement le nombre d'utilisateurs qui n'ont eu aucun crash. C'est une métrique qui est vraiment importante, qu'on regarde souvent. Puis on vise, non, on veut 100%, mais tu sais, quand tu as une app qui est à 99,9% de crash-free user, c'est assez le fun. Là, mais des fois, on a une couple que c'est plus tough. Ou, certains les utilisateurs ont des téléphones et des setups qu'on connaît moins. Des fois, Android aussi, il y a beaucoup plus de différents modèles de devices. Donc, on se ramasse à regarder cette métrique-là et monitorer ces crashs vraiment quotidiennement, puis même certains dashboards, des rapports qu'on peut voir, puis on regarde ça, puis on les attaque, on les rentre dans nos sprints au fur et à mesure, puis si on a un issue qui revient trop souvent, un bug ou un crash qui arrive trop souvent, on le met sur la priorisation de notre backlog, puis il se ramasse dans la prochaine release. Des fois, on fait même des releases, comme Pascal dit tantôt, vraiment de manière, OK, on sort une version pour fixer un bug, là, parce que lui, comme un bon vieux hotfix. un hotfix, exactement. On sort ça, on sort en production, puis après ça, on est capable d'éteindre ce feu-là et continuer d'avancer. Puis ça, c'est un point intéressant. Plus tôt dans la conversation, on parlait un peu des différences d'opérer une plateforme web versus mobile. Quand tu déploies une application mobile, ton hotfix, tu peux pas le faire instantanément puisque tu as des processus d'approbation. C'est moins complexe sur Android, ça va plus vite, mais sur iOS, tu es un peu à la merci du processus de review du store. Donc, si tu déploies quelque chose en production qui a un bug majeur dedans, mais ça va être au minimum plusieurs heures avant que tu puisses se corriger, puis ça peut aller jusqu'à plusieurs jours. Donc, mais il existe par contre certaines stratégies pour mitiger ça. Notamment, on va penser à faire des phased rollout, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer ton application à tous tes utilisateurs, tu peux dire, bon, ben aujourd'hui, on va y aller juste à 5% des utilisateurs. Puis là, tu monitores la performance pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Puis si tu vois que tout est stable, ben là, go, OK, on peut continuer à l'ouvrir et à le déployer plus at large. Ça demande par contre d'avoir quand même une base d'utilisateurs assez grosse pour être capable de faire Ouais, ça. Si tu es en bas, souvent la limite qu'on se dit, en bas de 1000 users de ton application, perds pas ton temps. Ça doit... Ton échantillon n'est pas assez grand pour Exact. savoir est-ce que c'est de qualité ou pas de qualité. Exactement. Et puis l'autre truc qui manquait aussi dans ce que tu as dit, c'était bien beau. OK, parfait, j'ai poussé mon hotfix, c'est sur les stores, mais après ça, c'est pas comme un URL auquel tu accèdes puis que ça va reprendre la dernière version. Là, il y a la phase d'installation. Il faut que les utilisateurs aient la chercher, cette version-là, avec le hotfix. C'est pas tout le monde qui met à jour leur application automatiquement dans leur store. Donc, après ça, si la personne expérimente un crash ou de quoi de majeur, nous, quand on fait des release notes de notre release notes étant voici ce qui a changé dans la nouvelle version, on l'écrit. Le bug là, qui vous dérange, il est fixé, mettez-vous à jour, puis là, ben, éventuellement, tout le monde peut se mettre à jour. On a certains mécanismes pour forcer les gens à se mettre à jour, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire trop souvent. Des fois, c'est un irritant de forcer ton utilisateur à mettre à jour son application. Fait qu'on essaie de garder ça comme étant comme dernier recours. Là. Oui. Vraiment, s'il y a quoi qu'on a échappé, qui s'est ramassé en production et qui rend l'app inutilisable, à ce moment-là, on va forcer une mise à jour. Parce qu'on en parle dans un autre épisode de Mirigo DevTalk. Quand on parle d'outils open source, on a la Kill Switch aussi de Mirigo qui sert à faire ça. Mais ça, j'imagine que le downside, mettons que tantôt on parlait, là, on fait un hotfix qui, ça corrige un crash rate pour tel use case avec tel type de device, mais ta Kill Switch, elle, pour forcer d'updater le monde, ben, ça va être général, tout le monde va là. Hey, la version 1.2.3 est sortie et corrige un bug pour 2% du monde. Alors, tu vas annoyer tout le monde avec ça. On dit que ça ne change rien finalement. Là. Exact. OK. Puis,
Fait que ça, c'est au niveau des crashs. Y a-t-il d'autres outils qu'on peut utiliser pour. Voilà, on parlait de Firebase. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour observer autre chose, monitorer des trucs? Y a-t-il d'autres outils? Ben, on a des projets, notamment où on utilise New Relic pour tracker. Tu sais, ben, en fait, oui, il track les crashs, mais beaucoup les événements. Puis une stratégie qui est utilisée dans un de nos très gros projets, c'est de comparer après chaque release si une telle séquence d'événements ou un tel événement se reproduisent environ au même rythme. Puis ce qu'on réalise, c'est que si à un moment donné, il y a une grosse différence d'une version à l'autre, c'est qu'il y a peut-être un bug que tu n'avais pas vu venir, qui n'est pas nécessairement un crash, mais que on s'attendrait que quand telle personne fait événement A, il fait aussi événement B puis C après. Dans un Puis certain laps de temps, au pire. dans un tu sais. certain laps de temps. Puis là, soudainement, l'événement C, il n'arrive plus. Euh, allons creuser. Il se passe de Encore quoi. une fois, ça prend un gros user base parce que Oui. Mais quand tu peux te le permettre, ça, tes phase rollout, comme ça, deviennent encore plus pertinents. Là. Parce que Absolument. justement, là, au lieu de dire OK, ben là, j'ai pas eu tant de crash après mon rollout, parfait, ouvre les valves, on release. Là, tu peux vraiment aller encore plus granulaire sur est-ce que le rollout fonctionne pour des vrais use cases de montage. Fait que là, ça, c'est le côté plus analytics dans le fond. Ça aussi, j'imagine qu'on utilise ça en masse dans nos applications. Sûrement, on a du stock. On utilise, exemple, Mixpanel, qui est bien intégré avec iOS et Android. On utilise aussi Google Analytics, qui en est un autre. Puis il y en a d'autres qui existent. Là. Puis ça te donne vraiment un pouls de qu'est-ce qui se passe dans ton application. Puis tu peux après ça joindre des événements qui arrivent en même temps. Donc, par exemple, on faisait une application de navigation l'autre jour, puis on travaillait sur OK. Mettons, tous les utilisateurs qui naviguent pendant plus de 10 minutes et qui ont au moins été à un point d'intérêt, là, tu peux te faire un rapport. Hey, on a combien dans le dernier mois? Puis avec ça, mais après ça, l'équipe produit, puis aussi design, on peut essayer d'aider aussi à OK, bon, on va essayer d'améliorer l'expérience de ces gens-là. Il y en a beaucoup qui utilisent l'application de cette manière-là, puis créent un peu des personas d'utilisation via ces outils d'analytics-là, finalement. Mais ce qui est intéressant, tu sais, en fait, souvent, je pense qu'on a tous ce réflexe quand on parle d'analytics, de penser que ça va servir, bon, à nos stratèges numériques, aux product owners, mais en tant que développeur d'application, ça peut être très utile aussi parce que ça peut nous aider. On peut servir des analytics des fois pour essayer de comprendre comment un utilisateur s'est retrouvé à avoir tel crash ou comment il s'est retrouvé dans telle situation, tu sais, d'être capable de retourner voir en arrière sa séquence d'événements, c'est super utile aussi. On a autre chose qu'on a mis en place dans justement cette application de navigation-là ça s'appelle Bugfender, mais finalement, c'est juste un petit outil qu'on utilise dans le cycle de développement et de test. Puis ça nous permet de mettre un autre niveau d'analytics un petit peu plus intrusif, mais seulement pour valider, OK, quand le développeur, le QA, le client, ils sont en train de tester notre application, c'est quoi exactement les petites micro-manœuvres qui s'est passées dans son utilisation? Par exemple, dans la navigation, il est arrivé à une intersection, l'application lui proposait de tourner à droite, il a continué tout droit, puis ça n'a pas fait ce qu'on pensait. On est capable d'avoir sa position géographique à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Notre outil, dans notre engin de navigation, lui, il a dit quoi? Pourquoi il a répondu? Il n'a pas dit, hey, il fallait que tu tournes à droite, il a laissé conduire tout droit. Donc, on peut se rajouter des événements comme ça, vraiment plus granulaires. On fait ça dans le cycle de développement, on s'entend. Puis dans nos builds de QA, nos builds internes. Interne, exact. Non, mais vraiment pour nous aider à monitorer des utilisations réelles de l'application sur le terrain là, quand ça arrive. Fait que c'est d'autres petits outils qu'on peut plugger des fois. Mais justement, tu sais, avant, plus tôt dans la conversation, on parlait des nouveaux guidelines de privacy, notamment la confidentialité. C'est quelque chose qu'il faut qu'on tienne en compte parce qu'avant, c'était facile de dire on track tous les crashs, on track tous les événements. Maintenant, les utilisateurs, ils ont juste à dire qu'ils ne veulent pas qu'on les track, puis nous, on n'a plus le droit de collecter ces informations-là. Donc, il faut doublement être rigoureux dans notre processus en QA, en staging avant d'être en production, où là, on peut s'attendre que nos gens en interne vont accepter de partager l'information. Mais c'est ça, c'est une nouvelle réalité avec laquelle on doit vivre. Puis ça affecte les statistiques aussi. On dit, OK, il y a eu 10 000 personnes qui ont fait telle action dans mon application. C'est peut-être 20 000, c'est peut-être 30 000. Ça dépend combien de personnes ont accepté ou pas de partager leur information. Fait que ça aussi, il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est pas la vérité absolue qui se retrouve dans les analytics de nos applications. C'est les mêmes enjeux, je pense, que dans d'autres plateformes aussi. Là. C'est des analytics, ça reste quelque chose qui est
opt-in, je veux dire, mettons, avec Google Analytics, tu peux désactiver ces trackers-là dans pas mal toutes les plateformes qui existent. Là. Fait que effectivement, c'est à prendre avec un grain de sel sur le data que je reçois, c'est pas la vérité. En fait, il y a de la vérité des fois. Oui. Mettons, la base de données de ton application, la vraie source de vérité de tes données, elle, tu peux la tracker. Mais tous les micro-comportements que tu parlais tantôt, là, ça, effectivement, c'est pas. C'est un échantillon. C'est un échantillon, OK. Fait que, dans le fond, j'imagine que ça vient un peu à penser à ce que tu disais, le côté échantillon. Si tu es rendu à prendre des décisions sur des analytics, sur du data que tu sais qui n'est pas complet, il faut que ça soit fait avec un échantillon quand même assez substantiel pour être certain que tu n'es pas juste, OK, c'est un hasard, mais là, tu bases ton prochain sprint sur quelque chose qui est arrivé par hasard, tu veux pas ça. Dans un setup idéal, ça serait quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que vous avez en tête de. Mettons, c'est peut-être enlevons les requis ou enlevons des contraintes qu'on a présentement. Qu'est-ce qui nous aiderait à opérer encore mieux des applications mobiles? Que tout le monde partage ses données. Ça pourrait être non, mais un plus grand échantillon. Plus de data. C'est toujours mieux, plus de data, ça c'est sûr. Après ça, des fois, c'est difficile d'avoir le contact direct avec l'utilisateur. Tu sais, souvent, tu reçois un review sur l'App Store, le Play Store qui est ça crache, c'est de la merde. Fait que là, t'es comme OK, mais je peux-tu te parler? Tu peux-tu m'appeler pour m'expliquer? Fait que souvent, on a des personnes qui sont capables quand même de contacter l'utilisateur puis lui demander OK, peux-tu nous en donner plus d'informations? Mais moi, en tant que développeur, j'aimerais ça l'appeler là. Hey, je veux régler ton problème. Salut Michel, j'ai vu ton review. T'as fait quoi? T'as cliqué sur quel bouton? T'étais où? T'avais-tu de l'Internet? C'est des affaires comme ça que des fois qu'on manque un peu d'informations quand les gens ne partagent pas leurs données et ça va faire un review un petit peu des fois fâché, avec raison, parce que t'es pas content quand ça marche pas. Fait que moi, ça serait ça, là, une espèce de hotline vers tous les reviewers puis tous les gens qui ont des issues pour pouvoir leur parler. OK. Ouais. Parce que dans le fond, tu sais, là, si je reviens un peu au côté data, le fait que présentement, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas que le data est rendu plus anonyme, c'est que le data, il n'est pas là. Il est pas là. Tu sais, mettons, je regarde d'autres outils qu'on a, mettons, dans le web, on a des plateformes comme New Relic, comme Sentry, on a des trucs qui nous permettent d'identifier des comportements super précis, mais il y a moyen de dire, OK, on ne sait pas c'est qui. Mais là, ce qui est un problème là-dedans, c'est pas juste de ne pas savoir c'est pas c'est qui, c'est le data ne se rend même pas à nos. On n'a aucune idée que c'est arrivé. Ouais. Pascal? Tu sais, j'en parlais un peu plus tôt, mais d'être capable, quand tu as un problème, d'être très, très, très rapide à déployer tes fixes. Des fois, il y a moyen via ton back-end, des fois, de contourner un problème de ta version mobile. Mais des fois, ça ne l'est pas. Puis là, ton reviewer Apple, il n'est pas là, il ne te répond pas. Ce côté-là, des fois, peut être excessivement frustrant. Pour tous ceux qui ont eu à passer par des processus de review avec Apple, je connais personne qui n'a pas eu des expériences pénibles avec le processus. Des fois, tu sais jamais quel prétexte ils vont trouver pour refuser ton app. Des fois, c'est valide. Des fois, c'est plus discutable. Des fois, tu es en mode urgence, comme tu dis, puis le reviewer d'Apple ou de Google va accrocher sur les terms and conditions, il te manque une phrase intéressante, mais t'es comme. C'était pas là avant. Ça fait 7 versions que je release avec ça, puis là, il accroche, puis là, tu veux déployer un hotfix pour passer à crash, puis t'es comme pris. C'est quand même un peu t'es pris dans cette cage de review. Puis, tu sais, un truc qu'on n'a pas parlé, par contre, tantôt, c'est. On parle de crash. Si on tombe encore plus technique, on ne l'a pas vraiment vulgarisé. Qu'est-ce qui fait crasher une application mobile? Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais souvent, c'est certains trous dans le code que l'utilisateur se ramasse que le programmeur n'a pas prévu. C'est clairement des tests manquants. Des fois, c'est des scénarios d'utilisation qu'on n'avait pas prévus. Exemple, quand tu travailles avec du GPS, du peu ou pas d'Internet, une réponse que tu t'attends qui arrive du serveur qui n'arrive jamais, des nuls pointeurs, qui est quand même un classique dans le développement. Ça peut arriver quand même assez souvent. Fait ça peut être de tout pour vrai. OK. Autre truc qu'on n'a pas parlé, on a effleuré un peu le sujet tantôt avec la kill switch, mais le côté backward compatibility, parce que les apps mobiles qu'on fait souvent, c'est des apps mobiles qui parlent à un backend. Le backend, souvent que c'est nous qui bâtit. C'est quoi les enjeux au fait de. Là, c'est peut-être plus des enjeux au niveau web, au niveau backend, mais mettons une version, j'ai 1000 utilisateurs de mon application. Il y en a un qui a la version 1.0, l'autre 2.0, 3.0. Puis tout ça, on s'attend que ça fonctionne quand même un peu avec le back-end. Comment est-ce qu'on deal avec ça habituellement chez Mirego à part la kill switch, s'assurer que nos back-ends, justement, les clients mobiles sont tous un peu différents? En fait, c'est d'en être
conscient que tu es un développeur de back-end. Tu sais, souvent, par exemple, dans ta nouvelle version, tu n'auras plus besoin d'un champ X. Ben, tu aurais le goût d'aller le supprimer, ton champ, mais il faut que tu penses au fait que ben, tu as plusieurs users de ton application qui vont en avoir encore besoin pour un certain temps. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, c'est garder une note pour qu'à un moment, tu sais, avec le temps, normalement, tu vas pogner un moment où une telle version, peut-être qu'il va rester 0,5% de tes utilisateurs. Avec du data. Puis avec là, à l'analytics. ce moment-là, ça peut être valable de dire, OK, là, j'utilise ma kill switch, cette version-là, on la tue, puis là, on peut avancer dans le futur avec, Là, avec les notre 25 personnes qui ont encore cette vieille app-là, au pire, les autres, ils vont se faire popper en disant non, regarde, là, tes 3 versions en retard, ce serait temps que tu ailles à la prochaine. Exactement. Mais ça demande, puis je pense que, tu sais, maintenant qu'on utilise, par exemple, un GraphQL pour faire nos API, on a plus de facilité à avoir un schéma qui va bien évoluer avec le temps, qui va supporter tes anciennes versions et tes nouvelles sans pénaliser personne. Puis dans le mobile aussi, on peut faire certains petits trucs. Des fois, on peut rajouter. On peut changer les endpoints vers le back-end pour utiliser hey, c'est une autre branche, c'est un autre. Ouais. Des fois, on peut passer même la version de l'app pour dire au back-end, hey, moi, je suis la version 2.1. Fait que là, le back-end sait que 2.1, je retourne telle structure de données, mais 2.2, c'est structure de données. Fait qu'on peut faire certaines affaires pour favoriser les vieilles versions encore, pour que ça fonctionne encore. Puis pas non plus rester toujours pris dans une vieille structure ou dans un vieux schéma de code. Des fois, on fait certains refactors qui sont plus d'ampleur. On revamp les applications, on met ça différent. Des fois, ça change beaucoup. Tu ne veux pas rester pris que ta vieille décision d'architecture. Donc, on permet quand même d'avancer, mais on ne veut pas pénaliser les utilisateurs qui n'ont pas encore mis à jour leur application. Non, puis tu sais, faire un if pour une version spécifique, je l'ai fait, c'est pas le fun. Non, On essaye de pas se rendre là, mais des fois, quand on est acculé au pied du mur, on n'a pas le choix. Mais c'est ce qui est cool aussi avec GraphQL. Tu en parles, Pascal. Puis ça a été vraiment game changer là, plusieurs années chez Merigo quand on s'est mis à utiliser ça. OK, là, quand le client mobile demande fait une requête, il demande le champ A, B, C, D, ben, on sait que ces champs-là sont dominés, sont utilisés à manière. Fait que ça devient un peu de l'analytics de back-end, là, de savoir, OK, mais il me semble que telle version, elle est utilisée telle affaire. Non, on s'en fout de la version de l'app. Est-ce qu'elle demande le champ B? Oui, le champ B il est encore utilisé. On peut aller voir même dans notre data à nous, au back-end. Ah, le champ B il a été demandé dans 98% des requêtes récemment. Ah, OK, donc il est encore utilisé. En terminant, messieurs, si je vous demande un élément important, si vous aviez un conseil, un point vraiment final, ce serait quoi en termes d'opération d'app mobile? Ah, moi, je le sais, ça. Moi, je dirais, là, en tant que développeur, là, c'est vraiment ta responsabilité de regarder aussi, regarder toutes les analytics, le monitoring, les crashs. Faut que tu l'aides en face. Faut que tu regardes qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Puis c'est pas juste pour le management en haut, le client ou l'équipe produit ou même le QA. En tant que dev, c'est ta responsabilité. Puis même si ça fait longtemps que ta feature est sortie, faut que tu continues à la regarder et à la monitorer. Même que dans certains de nos channels Slack, on a mis des petits bots qui sont plugués sur le Play Store puis le App Store pour pouvoir avoir les reviews live à toutes les fois que quelqu'un a, on l'a d'en face puis on est capable de prendre action instantanément. Fait que, en tant que dev, c'est ton produit, tu cares, tu veux que ça soit de qualité. Il faut toujours suivre ça le maximum possible. C'est pas l'équipe de développement s'occupe du développement. Puis une fois que c'est rentré dans l'équipement, en production, c'est comme non, quelqu'un d'autre gérait ça, puis ramener ça dans le backlog quand il y aura des bugs. Ouais. Comme Dites-moi qu'est-ce qui va pas bien. Non, c'est ça de le savoir aussi. Cool. Je conseille ça. Pascal? Oui, ben de mon côté, c'est peut-être un peu contre-intuitif. Tu sais, en tant que développeur, là, on a une hantise des crashs. Tu veux voir ton 99,9% de crash-free user. Ceci étant dit, des fois, il y a des bonnes raisons pour une application de crasher. Des fois, tu veux que ton application crash parce que c'est un point de données que, tu sais, sinon, tu peux te ramasser, ton application peut aboutir dans des états vraiment étranges. Puis si ton application ne crash pas, ben ça se peut que ton user soit pris quelque part que tu n'as pas prévu, puis que tu ne le sauras jamais. Parce que tu n'as pas eu ton crash. Donc, tu sais, des fois, on bâtit des applications qui sont complexes avec des flots de données réactifs, puis on a des podcasts super intéressants là-dessus. Tu sais, puis tu te dis ça, cet état-là, faut pas que ça arrive. Ben, mets-toi fais crasher ton application, monitor ça, puis ça peut aider à avoir au final une application de meilleure qualité.
plutôt que de tout wrapper dans « Hey, ça, faut vraiment pas que ça arrive. Un fallback ici, puis là, affiche un message au user, une erreur est survenue, je sais pas quoi faire. » Mais là, ça, tu le sauras jamais. Tu vas te ramasser avec un feedback négatif dans le store, puis là, ce user-là, ça va marcher de même. Aucune idée comment, on sait pas c'est quoi son crash, tout. Oui, puis tu as des utilisateurs, même pour qui killer l'application, c'est pas naturel, là. Fait que tu veux. Sont pris, Aide-le! sont pris au pied du mur, puis là, je sais pas quoi faire. Exact. Cool. Ben, merci beaucoup pour ces observations, messieurs. On se dit à la prochaine. Yes. Bye bye! Merci, bye. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.